Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Quel enthousiasme, n'est-ce pas? En effet, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, c'est à chaque fois la même chose sur ma chaîne. En tout cas, j'ai 4 lectures que j'ai eu terminées et comme d'habitude, je n'attends pas d'avoir plus de lectures pour vous en parler. Vous connaissez également la chanson, c'est histoire que tout soit bien frais dans ma tête et que je me souvienne bien de toute l'histoire et de tous les détails pour vous pouvoir pour tout. Vous voyez comme quoi c'est pas toujours bien d'avoir trop d'enthousiasme. Pour pouvoir bien vous en parler et vous donner un avis bien sincère. Mon Dieu, je viens de me raser, on dirait que je suis un gamin qui n'a pas un poil sous le caillou. On dirait pas que j'ai 29 ans comme ça. Vous allez me dire, tant mieux. C'est peut-être vrai. En attendant, on va pas trop traîner. J'ai 4 lectures à vous présenter. Il y a 2 romances, il y a un jeunesse et il y a un contemporain. Feel good et du coup pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de D'ici là, porte-toi bien de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Je ne pouvais pas faire sans vous parler de cette lecture. En effet, vous êtes en train de regarder cette vidéo quand elle est sortie normalement. Et donc, on est le 6 juin. Et qui dit 6 juin dit la sortie de ce livre-là. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je l'ai reçu bien à l'avance. Et j'étais trop content de l'avoir reçu. Vous le savez, je vous bassine avec Karen Ponte depuis des mois. Hein. C'est devenu une amie et donc ça a été un réel plaisir de recevoir son nouveau roman, surtout qu'il est encore une fois magnifique. Je l'ai lu le week-end dernier, histoire de le lire tout juste pour pouvoir en faire la promotion quand il sortira. Et c'est maintenant qu'il sort, voilà, c'est comme ça. Je suis parfaitement dans le timing. Alors, l'histoire de D'ici là, porte-toi bien, c'est quoi? C'est l'histoire de 6 jeunes filles qui sont un petit peu à des moments délicats de leur vie. Les 6 jeunes filles, je vais essayer de retrouver les noms, c'est Samia, Alison, Apolline, Jessie, Mia et Geneviève. Elles ont toutes un moment un peu critique. Alors je vais vous donner quelques exemples. Samia, elle vient de se faire tromper par son mari, elle essaye de le faire pardonner. Alison, elle vient de se faire plaquer devant l'hôtel à son mariage. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Jessie, elle, c'est une boulimique de travail qui ne sait pas s'arrêter, qui ne sait pas profiter du temps présent, qui passe son temps à organiser absolument tout. Enfin bref, et son mari en a ras-le-bol et lui donne un ultimatum. Vous avez Apolline qui rêve d'avoir un enfant mais elle ne peut pas. Enfin bref, ce sont toutes des femmes qui ont un moment difficile dans leur vie et toutes ces femmes vont se retrouver séparément dans un même endroit, c'est un resort and spa qui s'appelle l'avenue du Parc. Et c'est dans cette avenue du Parc qu'on va en apprendre plus sur leurs histoires, qu'on va voir l'évolution de leur histoire, l'évolution de ce qu'elles pensent, l'évolution euh, de, 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 de comment elles vont aller un peu mieux. Voilà. J'ai adoré ce roman, mais alors vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, comme d'habitude. Ça ne devrait plus m'étonner maintenant, mais Karen Ponte, j'adore son style, j'adore sa plume. C'est vraiment le genre de style qui se lit tout seul, qui se mange sans fin, on tourne les pages, on s'en rend pas compte. Euh, voilà, c'est juste top en fait, voilà. Et ce qui est vrai avec ces histoires et qu'il l'est encore une fois ici, c'est que c'est la garantie de passer un très bon moment. Euh, Avec celui-ci, on se sent en vacances directement. C'est le genre de roman qu'on peut lire tranquillement, relax, sans se prendre la tête. Que ce soit dans le jardin, au soleil, sur la plage ou bien au chaud dans votre canapé, il est juste parfait. Ça vous fera passer un bon moment. Et puis ce qui est génial avec Karen et qui est encore vrai ici, c'est que Karen arrive à faire des histoires avec une large palette d'émotions
Ici, vous allez avoir de la comédie qui va vous arracher quelques gros sourires. Vous allez avoir de la colère parce qu'il y a un personnage masculin qui mérite le pire du monde, voilà, parce que c'est vraiment un connard. Pardonnez-moi l'expression, d'habitude j'essaye de trouver d'autres mots, mais là c'est sorti tout seul, c'est un connard. C'est vraiment le genre de type à qui moi j'en veux, parce que c'est à cause de types comme ça qu'on a une mauvaise image de l'homme, et c'est à cause de types comme ça que les femmes sont obligées de se méfier des hommes. Et c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Vous allez avoir aussi de l'espoir, et puis surtout vous allez avoir ce sentiment de, de conclusion que oui, la vie est parfois difficile, oui, la vie n'est pas toujours gaie, mais en même temps, la vie est belle et la vie vaut la peine d'être vécue. Et quand vous aurez refermé ce livre-là, vous serez regonflé à bloc pour reprendre votre quotidien et pour vous dire, bah allez, on emmerde les ennuis et on vit au jour le jour, et on vit en pensant au meilleur. Ce que j'ai adoré dans ce roman-ci aussi, c'est forcément, qui dit six personnages dit une histoire chorale, et qui dit histoire chorale dit attention danger. Voilà, parce que forcément vous avez six personnages, vous avez six histoires différentes, vous avez six destinées différentes. Ils sont tous au même endroit, et donc tous les ingrédients sont réunis pour que moi, pauvre petit Ludo, soit complètement perdu, parce que vous savez qu'il ne me faut pas grand chose pour être perdu, moi. Et c'est là qu'est le danger, et évidemment Karen arrive à se sortir de ce danger avec brio, certainement grâce à la façon dont est racontée l'histoire, puisque d'abord Karen prend le temps dès le début de nous montrer chaque situation pour chaque femme. Ça prend très peu de pages et on est tout de suite dedans, et on s'attache tout de suite à chaque personnage. Mais une fois que chaque personnage arrive au Resort and Spa, c'est divisé en jours. Vous avez le point de vue de chaque personnage, et au début de chaque chapitre, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que forcément ça fait en sorte qu'on ne soit pas perdu sur qui est qui, Karen arrive à nous resituer qui est qui, avec une petite phrase, un petit indice, un petit détail, un petit rappel euh, qui fait en sorte que tout de suite vous vous dites, ah oui, elle c'est celle qui a cette histoire-là, ah oui, elle c'est elle, etc. Et voilà, c'était juste encore une fois magnifique. Et puis je ne vous ai pas encore parlé de l'épilogue que Karen avait au tout début avant de commencer le roman. J'ai presque envie de crier au génie. Cet épilogue, c'est le truc qui a fini de m'achever, qui a fini de me convaincre totalement. C'est dans l'épilogue qu'il y a ce fameux message que la vie n'est pas toujours belle, que tout se termine pas forcément bien, que oui, on a des emmerdes dans la vie, mais que la vie vaut la peine d'être vécue. J'ai j'ai une petite larme qui a coulé dans cet épilogue. C'est pas forcément très étonnant, hein, vous me connaissez, je suis un vrai Briou. Oui, en wallon on dit un Briou, un pleureur, quoi, un chialeur. Euh, mais je vous laisserai deviner à quel moment j'ai pleuré, parce qu'il y a plusieurs personnages dont je ne vous ai pas encore parlé, parce qu'il faut garder la surprise et il faut découvrir ça soi-même. Bref, il est sorti aujourd'hui et je ne peux que vous le conseiller. Foncez acheter le nouveau Karen Ponte. Ensuite, on passe à la romance, et j'ai lu My Little Lie de Vic Ellent et Penelope Ward aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous me connaissez maintenant, j'aime la romance, j'aime les Hugo, et Vic Ellent et Penelope Ward sont mes deux autrices préférées en romance. Et donc, bah, voilà, quand vous êtes dans mon cas et que vous voyez ce genre de roman qui sort, bah, qu'est-ce que vous faites? Ah bah oui, vous craquez, vous l'achetez, bah oui, c'est comme ça. Vous êtes un vilain petit mouton qui ne pouvez pas vous empêcher de sauter dessus. Je l'ai donc acheté à sa sortie, j'ai pas trop traîné pour le lire pour une fois, et bah, j'ai adoré. Ici on va suivre l'histoire de Dexter Trout, qui est un jeune homme cliché dans les romances, riche, beau gosse et compagnie. Il dirige un grand groupe, et de l'autre côté on a Bianca, dont je ne connais pas le nom, tiens. Oui, Bianca Giorgio
Dimitrakopoulos, c'est une grecque. Et donc Bianca, elle, forcément elle est pas riche, elle est journaliste pour un journal financier. Bianca arrive à l'entreprise de Dex, le surnom de Dexter donc, pour le interviewer Dex pour son journal. Le problème c'est que elle va se retrouver dans un ascenseur en panne dans le noir et compagnie. Elle n'a pas remarqué, mais elle n'est pas toute seule puisqu'il y a Dex dans l'ascenseur. Le seul petit problème c'est que Bianca ne sait pas que Dex c'est Dex. Pour elle, c'est un inconnu, et donc elle va se confier à cet inconnu en parlant pas très sympathiquement de Monsieur Treut, en l'appelant Monsieur Plein aux As et compagnie. Il faut dire, elle a pas mal de préjugés sur les hommes riches, millionnaires et compagnie. Le seul souci, c'est que Bianca, elle lui plaît à Dex, et donc Dex a envie d'en savoir plus, mais comme Dex sait que Bianca n'aime pas les hommes riches et compagnie, Dex va se faire passer pour quelqu'un d'autre et Dex va se faire passer pour un coursier. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Ça a l'air très long quand je vous raconte comme ça. On a l'impression que je vous ai raconté toute l'histoire. Que nenni! C'est le début de l'histoire, c'est la scène d'ouverture. Forcément, vous vous doutez bien que le petit mensonge de Dex qui se fait passer pour un coursier est loin d'être un petit mensonge, hein. Oui, non, c'est jamais anodin de mentir, et du coup, ce mensonge va faire effet boule de neige, va avoir beaucoup de conséquences, etc. Et du coup, de fil en aiguille, Dex va devoir mentir de plus en plus à Bianca. Ça, c'est une partie du côté mensonge de l'histoire, mais c'est pas la seule. On va très vite se rendre compte que y a beaucoup de mensonges dans la vie familiale de Dex. Là, Dex, pour le coup, j'allais dire n'en a rien à foutre, c'est tout le contraire. Là, pour le coup, Dex n'a rien à voir avec ces mensonges-là, et puis surtout, il y a de gros mensonges dans la famille de Bianca. Bianca n'y est pour rien non plus, mais forcément, les mensonges dans la famille de l'un et de l'autre vont ressurgir, et ça va poser problème dans l'histoire d'amour de Dex et de Bianca. J'ai adoré cette histoire, vous me connaissez, j'adore les romances. Ce qui est toujours sympathique dans les romances Hugo et que moi j'adore vraiment beaucoup, ce sont les points de vue alternés, puisqu'on a le point de vue de Dex et le point de vue de Bianca. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que pour le coup, on n'est pas dans le schéma de l'homme riche qui va sauver la pauvre fille. Alors c'est vrai que lui il est riche et qu'elle, elle est pas pauvre, mais bon voilà, c'est une personne comme vous et moi, n'est-ce pas? Mais il va pas la sauver dans le sens où elle est en danger, où elle est cassée à l'intérieur, ou que, je sais pas moi, elle a besoin d'argent et compagnie. Non, c'est une histoire d'amour classique. J'ai beaucoup aimé aussi, enfin moi ça me dérange pas, mais il n'y a pas trop de sexe. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. Si vous n'aimez pas le trop plein de sexe, ici il n'y en a pas. Enfin si, il y a, forcément. Il y a le côté vocabulaire vulgaire, hein. Il y a des mots que, baise et compagnie qui passent, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas non plus des scènes toutes les 3 pages avec super explicite avec tous les détails et compagnie, ça il n'y a pas. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? J'ai beaucoup aimé en fait la morale de l'histoire, parce que finalement j'ai l'impression que c'est un peu que les autrices nous disent en fait ne mentez pas, parce que chaque petit mensonge, même s'ils ont l'air assez anodins comme ça, peuvent avoir de grosses, grosses, grosses conséquences, et pas seulement des conséquences sur vous, sur ceux qui mentent, mais des conséquences sur les autres. Là, pour le coup, c'est le papa de Dex et la maman de Bianca qui ont menti. Ça a l'air d'être des petits mensonges au départ, et puis de fil en aiguille, c'est des gros mensonges. Ils n'ont jamais osé rien avouer à personne, et ben voilà, des années plus tard, on est bien dans la merde à cause d'eux. Et donc voilà, il y a du coup, ces mensonges ont apporté un petit moment de doute qui aurait pu être très très grave, et du coup il y a ce petit suspense de savoir ce qui va arriver, ce petit suspense de savoir si nos deux héros vont s'en sortir,
Et j'ai beaucoup aimé ce petit suspense parce que autant vous dire que j'étais à fond dedans, que je me disais alors, qu'est-ce qui va se passer? Et puis forcément, bah, comme dans toutes les romances, il y a toujours ce suspense de savoir comment est-ce qu'ils vont finir ensemble, parce que bah, dans les romances, c'est pas un secret, ils finissent toujours ensemble, ça c'est sûr, mais il y a toujours plusieurs chemins, plusieurs schémas, plusieurs façons de faire pour qu'ils terminent ensemble, et la question c'est toujours comment est-ce que ça va se terminer, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'ils vont se sortir de ce bordel, dites-le moi s'il vous plaît, je veux savoir. Et alors vous êtes comme ça dans la lecture, vous n'arrêtez plus, il fait 311 pages à peine, donc autant vous dire que c'est vite avalé. Moi je l'ai lu en une petite journée, j'ai passé un excellent moment, ça m'a conforté dans le fait que Vic Ellen et Penelope Ward sont de formidables autrices, et du coup bah, je vous le conseille. Ensuite, je vais vous parler d'un petit jeunesse. Alors, autant dire tout de suite, je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler en détail, puisque c'est un tome 4, c'est la suite de la saga Horizon, donc le tome 1 Horizon Crash, le tome 2 Horizon Predator, le tome 3 Horizon Out of Time, le tome 4 Horizon Predator. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette saga et je continue à en parler, à vous le conseiller, je vous mets tout mon poids pas physique, hein, parce que sinon ça serait compliqué, mais mon poids dans de conviction pour vous dire qu'il faut lire et acheter cette saga. L'histoire de cette saga, c'est quoi? Je vais vous parler de l'histoire générale et pas de l'histoire de ce tome-là, parce que bah, il faut pas spoiler, c'est pas bien de spoiler. Donc l'histoire de cette saga, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui sont dans un avion pour pouvoir aller participer à une compétition de robotique. Voilà, ce sont des as de la robotique. Ils ont construit un robot magnifique et ils vont à la compétition, sauf que le voyage ne va pas se passer, ne va pas très bien se passer puisque ben, leurs avions vont se cracher. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont se cracher en avion, mais qu'ils vont pas mourir. La mauvaise nouvelle, c'est que bah, ils vont pas se cracher quelque part où on pourrait aller les sauver. Voilà, ils vont pas se cracher sur Terre là où tout irait bien finalement. Voilà, ça serait une frayeur, on se crache en avion, on sort de l'avion, on est vivant, tout va bien, la vie est belle. Non, ils vont se cracher dans un endroit un petit peu spécial, puisqu'ils vont se cracher dans une jungle. Jusque-là, vous allez me dire, on peut aller les sauver dans la jungle. Sauf que c'est une jungle qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre. C'est une jungle très hostile et c'est une jungle qui n'a rien de naturel. Il y a des plantes vivantes qui veulent les tuer. Il y a des animaux vivants, ça vaut mieux, mais qui n'ont rien à voir avec les animaux qu'on connaît sur Terre qui veulent les tuer. Il y a des robots, il y a des trucs surnaturels, il y a des lunes rouges, des lunes vertes, enfin bref, plein de choses. Et le but de la saga, c'est de savoir où ils sont. Ah oui, où est-ce qu'ils sont, nos amis? De savoir qu'est-ce qu'ils font là. Mais pourquoi eux? Est-ce le hasard? De savoir qui est derrière cette jungle hostile qui veut la peau de ces petits jeunes et de savoir qui est derrière et comment ils vont s'en sortir. Enfin bref, plein de questions. Le tome 4 en question m'a un poil moins hypé que les trois premiers. Je pense que l'auteur ici a créé des choses un peu moins. Enfin, quoi que non, finalement. Je pense que ce qui m'a légèrement déçu sur ce tome-ci, c'est le cliffhanger que j'ai trouvé moins fort. Voilà, pas, voilà. C'est pas le genre de cliffhanger qui vous donne envie de sauter sur le tome 5, ce qui tombe bien puisque le tome 5 n'est toujours pas disponible. Il sort au mois de septembre, s'il y a d'autres fans de la saga qui passent par là et qui se poseraient la question. Euh, voilà, c'est le cliffhanger qui m'a déçu. Côté histoire générale, c'était plutôt cool. Ce qui est chouette, c'est qu'on avance petit à petit vers. On sent qu'on avance petit à petit vers le pourquoi du comment et vers l'objectif final de la saga finalement. Parce qu'on a envie que d'une seule chose, forcément, c'est de savoir c'est quoi cette jungle, qui est derrière tout ça, etc. Forcément. Donc on sent qu'on approche petit à petit vers ça. Je pense qu'il y a 7 tomes de prévus au total. Donc bah voilà, on est au 4, il en reste plus que 3. Ça va être trop triste. Euh,
Il y a eu des bestioles en plus, des bestioles qu'on n'avait pas encore rencontrées dans le tome, dans les 3 premiers tomes. Euh, et ça c'est drôle aussi parce qu'on a autant on a des grosses bestioles qui font je sais pas combien de mètres, qui sont super imposants, que tu te dis tout de suite oui oui oui, ceux-là il vaut mieux pas trop les emmerder. Et on a des toutes mini bestioles de rien du tout qu'on se dit bon, ah, qu'est-ce que c'est que ça. Et voilà, j'en dirai pas plus. J'adore cette saga. Si vous voulez une saga, ça ressemble un peu à Lost, mais si vous voulez une saga avec plein de cliffhangers, avec beaucoup d'action, avec des choses qui se passent complètement what the fuck, avec de l'imaginaire, pour une fois, moi ça marche plutôt bien. J'arrive à bien m'imaginer ce qui est inventé dans cette saga. Et puis surtout, si vous voulez une saga où tout est possible et où tout peut arriver, je vous le conseille parce que ben, quand on lit une saga comme ça, on se dit ouais, ça va, on connaît les personnages, ils vont tous s'en sortir sans aucun souci, sans problème. Eh bien, c'est peut-être pas le cas. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et quand je dis c'est peut-être pas le cas, faut peut-être pas forcément penser à la mort. J'en dis pas plus. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir parce que moi j'adore cette saga. J'arrête pas de vous le dire. J'arrête pas de vous le dire. Lisez cette saga. Je me sens seul à être le seul à lire ça. Lisez ça. Oui, ça va, j'arrête de faire le con. Et du coup, on termine la vidéo avec le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur de E.L. James, paru aux éditions JC La Thèse. Vous connaissez tous E.L. James, même si vous ne l'avez jamais lu, c'est l'autrice qui a écrit la saga 50 nuances de Grey. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'assume, je persiste et je signe, je suis un grand fan de la saga 50 nuances de Grey. Entre parenthèses, si vous me jugez pour ça, ou si vous avez envie de me faire un petit commentaire, oui, ça continue de créer. Le bouton se désabonner, vous savez où c'est, n'est-ce pas? Voilà, il ne faut pas vous guider, vous êtes libre de partir. Partir un jour sans retour. Alors, l'histoire de monsieur, c'est quoi? Les mauvaises langues diront, c'est une histoire de cul. Oui, c'est vrai. Alors, l'histoire de monsieur, c'est l'histoire de Maxime. Maxime, encore une fois, le cliché de la romance, le type beau gosse, riche et compagnie. En plus, le petit Maxime, là, il a quand même une chance extraordinaire dans la vie, c'est qu'il n'a jamais rien dû foutre pour avoir la richesse, puisque, ben, en fait, il est le dernier d'une grande lignée, d'une famille noble, une famille qui a du fric, pas seulement parce qu'ils sont nobles, ils ont un gros portefeuille d'actions, d'entreprises, de maisons, de villas et compagnie. Bref, toute cette richesse était gérée par son frère, quitte. Le problème, c'est que son frère est décédé, et donc ben, c'est Maxime qui reçoit toutes les responsabilités sur ses épaules et compagnie. Ça n'arrange pas beaucoup Maxime parce que bah, Maxime il aimait bien être riche sans rien foutre. Et puis Maxime il pensait qu'à deux choses, c'est faire la fête sauter sur tout ce qui bouge, si vous voyez ce que je veux dire. Et de l'autre côté, on a l'héroïne principale qui s'appelle Alessia. Et alors Alessia, c'est tout autre chose. Alessia, elle m'a serré le cœur, elle m'a meurtri plus d'une fois. Alessia, c'est le genre de personnage qui a franchement perdu à la loterie de la vie. Hein. Elle a tout connu. Donc Alessia, elle vient d'Albanie, qui est un pays de l'Est, donc. Elle était franchement pas heureuse en Albanie parce qu'elle vivait la violence de sa famille, notamment son papa qui n'hésitait jamais à lui donner un coup, etc. Et en plus de ça, en Albanie, Alessia était promise à un homme qu'elle n'aimait pas et compagnie. Enfin bref, vraiment, la vie commençait très mal pour elle. Euh, et du coup, Alicia décide de fuir sa famille et d'aller en Angleterre. Le problème, c'est que ben, elle se fait, j'allais dire choper, mais c'est pas gentil. Elle se fait attraper pendant le voyage et elle va être victime de trafic d'êtres humains.
Voilà, hein, on est loin de la comédie quand même. Et donc Alessia va se retrouver à faire le ménage chez Maxime. Maxime va avoir le coup de foudre pour elle. Et puis forcément ça va être le début d'une très belle histoire d'amour, forcément, puisqu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Mais des problèmes parce que Alessia a faussé compagnie à sa famille et aux trafiquants qu'elle a fouillé. Elle a fui les tonnes qu'elle a fui. Ça ne veut rien dire. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, en tout cas j'espère. Et bah, sa famille et les trafiquants ne sont pas trop d'accord avec ça et ils sont loin d'avoir décidé de lui foutre la paix. Hum, Et donc bah voilà, il y a quand même ce côté un petit peu plus thriller qu'on avait déjà connu dans 50 nuances degrés, mais plutôt dans le troisième livre ou dans le deuxième. Ça commençait dans le deuxième petit à petit et ça terminait dans le troisième. Ici, ça commence tout de suite. On a ce côté de se demander comment va finir l'histoire d'amour, comme d'habitude dans les romances et compagnie. Mais on a aussi ce côté se demander comment Alessia va finir, comment est-ce que ça va s'arranger avec les trafiquants, avec sa famille. On voyage de Londres en Albanie, on revient à Londres et compagnie. Il se passe pas mal de choses. Il y a Là, par contre, contrairement à My Little Lie, ceux qui n'aiment pas le sexe explicite, les mots vulgaires et l'érotique, presque le porno, passez votre chemin parce que ça en est rempli. Hein. Il y en a toutes les peut-être pas 2 pages, mais toutes les 10 ou 20 pages. Pour le coup, là-dessus, on est assez proche de 50 nuances degrés. On m'a posé plusieurs fois la question, il n'y a pas de BDSM ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce livre-ci, alors on pourrait dire que c'est le cliché de l'homme riche qui sauve la femme. J'ai une amie qui m'a dit une femme n'a pas besoin d'être sauvée. Ce pourquoi je suis plutôt même complètement d'accord. En tout cas, pas plus qu'un homme. Voilà, je pense que quelqu'un qui est en situation irrégulière et compagnie a besoin d'être sauvé, mais c'est pas parce que c'est une femme. Un homme en situation irrégulière a besoin d'être sauvé autant qu'une femme. Enfin bref, voilà. Ou en tout cas, le mot sauver est mal utilisé. Aider plutôt. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Oui, ce qui m'a beaucoup marqué, pour le coup, c'est que il y a forcément un fossé entre Maxime et Alessia, dans le sens où vous avez quelqu'un qui a vécu dans un pays plutôt développé, loin d'être conservateur, qui est riche, qui n'a jamais dû faire d'efforts dans sa vie, qui n'a jamais rien connu de terrible dans sa vie, si ce n'est la mort de son frère. Mais bon, c'est pas que c'est rien, mais c'est quelque chose que tout le monde vit tous les jours, dans toutes les familles, que ce soit une famille riche ou une famille pauvre, etc. Et de l'autre côté, vous avez Alessia qui est pauvre, qui n'a rien, qui a vécu des horreurs, qui vit dans un pays ultra conservateur, qui a dû se battre toute sa vie et compagnie. Et ça m'a marqué parce qu'il y a vraiment des situations dans le livre où on voit ce fossé, et ça fait presque réfléchir parce qu'on se dit, finalement, la vie, à quoi ça tient? Ça tient à des détails et notamment à où on est né. Voilà. Selon que vous naissiez dans une famille riche, noble à Londres, ou que vous naissiez dans une famille pauvre en Albanie, dans un pays ultra conservateur où on s'en fout des femmes et où on utilise les femmes juste pour avoir une descendance, vous avez 2 vies bien différentes. Par exemple, Maxime, parfois, il dit on va aller acheter des vêtements. Et pour lui, c'est normal. Enfin, il a de l'argent, donc voilà, Alessia n'a pas beaucoup de vêtements, on va aller acheter des vêtements, il n'y a pas de quoi en faire. Et forcément, pour Alessia, qui est pauvre et compagnie, dépenser 100 euros pour acheter 3 t-shirts et 2 pantalons, c'est énorme, c'est pas possible, c'est inenvisageable. Euh, et voilà, c'est là qu'on voit le fossé. Après, vous allez me dire, c'est pareil pour nous. Si on avait, enfin, dans mon cas, ou dans le vôtre, ou quoi, si votre conjoint était plus riche que vous et vous proposait d'aller dépenser de l'argent pour des vêtements, vous ne seriez pas forcément d'accord que votre conjoint dépense pour vous, etc.
Mais ça va plus loin que ça, dans le sens où on voit le fossé d'éducation et de comment dire, de société, si vous voulez, dans le sens où, euh, quoi donner comme exemple, ils viennent de manger et Alessia est fatiguée et Maxime lui dit, allez, va dans ta chambre, va te reposer, va te prendre ta douche, va te relaxer finalement. Et Alessia lui dit, non, non, je dois faire la vaisselle, je dois faire la vaisselle. Et Maxime dit, arrête tes conneries, je vais la faire ta vaisselle. Allez, va te reposer. Et Alessia est vexée, presque meurtrie, que Maxime la rejette comme ça. Et pourquoi elle est vexée et meurtrie? Ben parce que dans la tête d'Alessia, dans l'éducation qu'elle a et vis-à-vis de où elle vient, ben pour elle, c'est normal que la femme fasse la vaisselle, c'est son rôle, c'est son travail et compagnie. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans cette romance, c'est la différence de... C'est le fossé et c'est le fait de réfléchir que parfois on se plaint parce qu'on ne sait pas acheter tous les livres qu'on veut. Ben il y a des gens en Albanie qui sont promis à un conjoint sans qu'on leur demande rien. Et c'est ce fait, enfin, vous allez me dire, t'es naïf Ludo, tu savais pas ça avant. Forcément que je le sais. Évidemment, on le sait tous qu'il y a des gens plus riches que nous et des gens bien plus pauvres et que voilà, on n'a pas à se plaindre parce qu'on a une belle vie, on a ce qu'on veut, on vit dignement et compagnie. Mais comme tous les sujets, bah, quand on le lit, bah, ça nous fait réfléchir et ça nous dit et ça nous fait penser à bah oui, oui, c'est vrai que parfois on se plaint, mais que on a quand même une belle vie finalement, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que j'ai été assez clair et que je n'ai pas dit de bêtises. Parce que bah, parfois, en vidéo, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Surtout pour se faire bien comprendre, parce que ce que je viens de vous dire, je ne pensais mal sans rien. Mais par exemple, quand je dis une fille doit être sauvée, je ne pense pas qu'une fille doit être sauvée. Je pense qu'une fille en situation irrégulière doit être aidée. Mais pas parce que c'est une fille, au même titre que parce que c'est un garçon. Au même titre qu'un garçon, qu'un enfant, qu'un adulte, enfin n'importe qui dans cette situation-là doit être aidé. Voilà, c'est ce genre de truc-là auquel je pense il faut faire attention quand on fait une vidéo parce que bah, ce qu'on dit peut être très vite mal interprété, mal compris, etc. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.